Emmanuel Macron. Vote Emmanuel Macron, c'est donc la formation politique du jour. C'est fou tout ce qui se passe en 2 mois. Éric Scholl est l'un de nos invités, bonjour. Directeur de la rédaction de Courrier International. Jackie Isabello est avec nous également, conseiller en communication, cofondateur de Coriolink. Élodie Mielzarek est avec nous, sémiologue et comportementaliste. Il y en a des choses à dire. Vous êtes donc sur ce plateau et Nicolas Prissette également. Nicolas, je commence par vous. Pourquoi en ces termes et pourquoi maintenant de la part de Manuel Valls ? Pourquoi maintenant? Parce que on est à moins on a 3 semaines du premier tour, que la position de Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire de la gauche, que Manuel Valls s'était engagé à soutenir, il avait signé la charte de la primaire. Eh bien, Benoît Hamon aujourd'hui il est 5e dans les sondages. La perspective d'un second tour avec Marine Le Pen en tête peut-être, et puis soit Emmanuel Macron, soit François Fillon, eh bien elle pousse Manuel Valls à réagir, à s'engager, à voter pour Emmanuel Macron sans que ce soit, il l'a-t-il dit, un ralliement, et parce qu'il a peut-être davantage à espérer dans une future majorité recomposée avec Emmanuel Macron, même si les deux hommes ne s'apprécient guère, on le sait, qu'avec Benoît Hamon, parce qu'entre eux, il y a eu aussi un combat assez violent pendant ce quinquennat. L'intérêt supérieur du pays, de la France, va au-delà des règles d'un parti et d'une primaire, a dit également Manuel Valls. Éric Scholl. Oui, on se croirait presque en 2002 quand les socialistes étaient obligés de voter Jacques Chirac au 2e tour. Si vous voulez, c'est vraiment, on sent un soutien. Mais sauf qu'on est là à 3 semaines du premier tour. C'est quand même un autre timing. Mais effectivement, donc il y a cet argument républicain. Il aurait pu le faire entre les 2 tours. Donc s'il le fait maintenant, c'est sans doute pour d'autres raisons. Et alors lesquelles? Les raisons, ça le concerne lui, ça concerne son avenir. Le problème de Manuel Valls, c'est qu'il n'a plus d'espace. Il a perdu tout espace au cours de ces dernières semaines. Et il est à la recherche d'un peu d'oxygène. Et il se dit aujourd'hui qu'il peut peut-être en récupérer au sein d'une future majorité macroniste. Parce que le vrai souci pour Emmanuel Macron, ça va être quand même de se construire, s'il est élu président. Les sondages, en tout cas, poussent dans ce sens-là. Ensuite, il faudra qu'il bâtisse une majorité. Et là, il va avoir besoin, peut-être, de tous ces soutiens. Et Emmanuel Valls joue cette carte-là en se disant « je peux compter là-dessus ». À côté des gens du MoDem, à côté des gens d'En Marche, peut-être que lui peut arriver à monter un pôle sociodémocrate. Il joue libéral, déjà le premier tour voit le second tour des législatives. C'est à ça qu'on a assisté ce matin en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il de toute façon il enterre une fois pour toutes le Parti socialiste tel qu'il existe en tout cas aujourd'hui. Et Cambadélis, on le voyait sur ces images il y a quelques instants. On se rappelle quand même de Cambadélis en disant qu'il exclurait tous les ralliements. Alors c'est pas un ralliement à Macron. C'est sans doute pas un ralliement, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que fait maintenant Cambadélis avec Manuel Valls? Oui, est-ce qu'il reste au Parti socialiste? Voilà une des questions qu'on devra se poser. Juste pour mémoire, voici ce que disait il y a encore quelques semaines Manuel Valls à l'issue de la primaire. Mais après la primaire, vous allez faire quoi? Vous allez soutenir qui? Donc, attendons dimanche, mais moi je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ça n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces 2 dernières années. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Les faits et les images sont têtus. Jackie Isabello, il va être l'homme de la trahison pour toujours. Maintenant, Manuel Valls, comment on sort de ce système-là? Tu sais, nous, je dis souvent, la grande différence entre nous, les communicants détestés, et les commentateurs, c'est que nous, on prévoit les stratégies. Et je me rappelle, il y a 3 mois, avoir expliqué dans un débat, 1, il ne faut pas qu'il se présente, 2, il va perdre, et 3, sa cohérence va être complètement mise à mal. Parce que ce qui est en train de se construire est la suite du Parti socialiste et aux antipodes de ce qu'a porté Manuel Valls tout au long de sa carrière. Et là, on comprend absolument plus rien. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est du grand n'importe quoi pour qui? Pour lui, pour la suite de Manuel Valls au sein de la gauche. Et troisièmement, la question à se poser, c'est est-ce que ça fait du bien à Emmanuel Macron? Là, ce matin, vous avez des ralliements dans tous les sens. Des anciens chiraciens
qui sont sortis de la galaxie politique, vous avez des gens qui cherchent un nouveau poste dans le gouvernement Macron, et vous avez quelques personnages bien identifiés qui auraient pu apporter cette politique autrement. Je me suis réveillé ce matin, j'ai écouté RTL, et on m'a dit, le général Soubelet, vous savez, ce fameux de la société civile qui est venu chez vous cette semaine, je l'ai vu parler de la Guyane, lui il a dit, ok, no way, moi j'arrête, c'est pas mon sujet, la politique autrement qu'avec des gens qui ont été chez Hollande ou qui sont sortis, c'est pas comme ça que moi je vais le faire. Et tout un tas d'autres gens vont le faire. À Lyon, c'est exactement pareil. On nous a dit que le directeur de la communication ou le directeur de campagne d'En Marche à Lyon avait démissionné. Donc on est dans une espèce de magma, ça continue, on ne comprend plus rien. Mais pour revenir à votre question, la stratégie de Manuel Valls, ça va être de poursuivre ce chemin de rester tout seul dans un univers politique qui restera éloigné de lui, parce que demain, il ne pourra pas recomposer sa fameuse Maison Bleue dont il avait décrit les contours dans l'Obs il y a quelques mois. Donc honnêtement, analyser et vous dire que la stratégie à suivre, eh bien Manuel, débrouille-toi tout seul désormais. Hein. Bon, voilà, il ne pourra pas compter sur les conseils de Jacky Isabello. Manuel Valls, Élodie Mielzarek. Oui, c'est vrai que même au-delà de se demander aussi si ça fait du bien à Emmanuel Macron, là on est vraiment dans la politique politicienne que les gens abordent et ne veulent plus entendre parler. Moi je me demande jusqu'où ça fait pas de mal à la politique de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est justement cette mise en contraste entre un Manuel Valls qui dit la main sur le cœur, moi je respecte les règles, et d'ailleurs j'ai toujours respecté les règles, et puis sa déclaration de ce matin. Le fait d'avoir les deux images côte à côte fait que les mots, finalement, sont complètement vidés de leur substance. Et ce qu'on pouvait reprocher à certains partis comme Marine Le Pen, finalement, de prendre les mots et puis de les balancer, les faire jouer de tous les côtés, finalement, on se rend compte que tous les politiques, finalement, utilisent les mots de la même manière. Et ça, c'est désastreux, parce que, finalement, qu'est-ce qui reste derrière les programmes ? Ben voilà, des mots qui sont vides de sens et où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de concrétisation derrière. Et ça, c'est le plus grand mal, finalement, auquel nous sommes exposés. Et Emmanuel Macron, il a peut-être conscience de ce que vous dites. Écoutez sa réaction, quelques instants seulement après cette déclaration. Ce n'est pas un ralliement, a donc dit Manuel Valls, mais il votera Emmanuel Macron. Et voici ce que le candidat En Marche répond. J'ai compris. Mais voilà, on l'a compris, on a connu accueil plus chaleureux, Éric Scholl. C'est vraiment une guerre entre les deux. Si vous voulez, rappelez-vous, juste il y a 2 ans ou 3 ans, c'est Manuel Valls qui voulait être le rebâtisseur de cette gauche, du Parti socialiste. Espérer incarner le renouveau, oui. Aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés et Manuel Valls est sur la touche. Donc, évidemment, Emmanuel Macron, lui, a tout intérêt à essayer de garder à distance. Il a déclaré aussi qu'il voulait rester le maître des horloges. Parce qu'effectivement, on sent bien à quel point il est presque débordé. En fait, il est un peu victime de son succès. Donc aujourd'hui, il essaye, dans tous ses soutiens et ralliements qui arrivent de partout, de garder une certaine maîtrise, de peur d'être avalé et finalement d'en perdre son identité qui était exactement celle d'être un peu à distance du monde politique normal. Depuis maintenant quelques jours, on est complètement dans des jeux qui ressemblent assez à ceux de la 4ème République. On bâtit une majorité, un peu de Modem, un peu de Manuel Valls, un peu de la droite, chacun vient à la soupe. C'est ça la chose à laquelle on assiste. Lui essaye de rester un peu à distance pour se dire attendez, j'ai fait une promesse ni droite ni gauche, j'essaye de m'y tenir. Elle est symptomatique, cette expression, le maître des horloges. Hier, on a assisté à une scène étonnante de la part d'Emmanuel Macron, quoique il est peut-être habitué de ce genre de méthode. C'est j'anticipe éventuellement cette annonce ce matin de Manuel Valls. Je prends les devants, je convoque une conférence de presse qui a été prévue un peu au dernier moment. Oui, c'est ça. On a une invitation. On prépare ce ralliement. On a eu l'invitation pour cette conférence de presse lundi à 23h30, ce qui est un horaire totalement inhabituel pour avertir les journalistes qu'un événement va se dérouler le lendemain. Et bien sûr, Emmanuel Macron avait anticipé ce que pouvait dire Manuel Valls. D'ailleurs, ça avait été un peu dévoilé dès ce week-end par Benoît Hamon lui-même. Et donc, il a paré les critiques qui pouvaient venir et qui viennent d'ailleurs ce matin en rappelant des principes qui sont des principes fondateurs de sa démarche politique et même en durcissant le ton, parce qu'il faut se souvenir qu'au démarrage, Macron expliquait que on pouvait avoir la double appartenance, c'est-à-dire on pouvait être à la fois En Marche, donc son étiquette, celle de son parti, et puis être aussi au Parti socialiste ou bien chez les Républicains. Bien hier, il a fait un acte d'autorité. Il a dit écoutez, à partir de maintenant, il n'y a qu'une seule étiquette, c'est celle d'En Marche. Donc ça veut dire que c'est un message à destination de Manuel Valls et de ses amis. Ça veut dire que si vous voulez composer un sous-groupe à l'intérieur du groupe En Marche, si d'aventure ils sont nombreux
à être député aux législatives, ça n'est pas possible. Vous devez d'abord quitter votre parti, adhérer à En Marche, signer une charte de respect des engagements macronistes, et à ce moment-là, peut-être qu'on vous investira pour les candidatures aux législatives. Donc il a durci le ton sur ce plan-là, et aussi sur le plan de la composition de son gouvernement, puisque jusque-là, on avait cru comprendre qu'il pouvait éventuellement travailler avec Jean-Yves Le Drian. C'est un nom qui a été évoqué comme étant potentiellement ministre de Macron. Eh bien, hier, pas du tout. Durcissement une nouvelle fois du ton. Pas question pour lui, nous a-t-il expliqué, de prendre des ministres dans son futur gouvernement, s'il est élu, qui auraient déjà été ministres avant, et notamment avec François Hollande. Il l'a dit, des visages nouveaux. Donc voilà, c'est par ces deux actes d'autorité que Macron essaye de conserver la distance, conserver l'image de renouveau qu'il prétend incarner par rapport à cette masse de ralliements de droite et de gauche, et qui sont une source de critique assez évidente de la part du Front National et des Républicains à son encontre. On va parler maintenant du troisième homme de cette affaire, si vous voulez bien, c'est Benoît Hamon. Nous sommes en direct de son QG au candidat socialiste avec Laura Slimani, l'une de ses porte-paroles. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Laura Slimani, est-ce que vous considérez cette décision de Manuel Valls de voter pour Emmanuel Macron comme une trahison ? Moi, je trouve que c'est un petit peu un caprice d'enfant gâté. En fait, je ne comprends pas que le perdant des primaires, d'une élection à laquelle il s'est soumis en signant un engagement, aujourd'hui, finalement, décide de s'en défaire comme ça à la télévision. Je trouve que c'est très indécent, et puis que ça dénote finalement le peu d'humilité dont il fait preuve, mais en même temps ça ne me surprend qu'assez peu, dans la mesure où moi j'avais quelques doutes quand même sur l'appartenance de Manuel Valls à la famille politique de la gauche depuis quelques temps, et donc tout cela se confirme et se clarifie, et c'est tant mieux. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison, explique Manuel Valls, et il convoque l'intérêt supérieur du pays. Ça, vous acceptez pas cet argument-là ? Oui, non, je vois qu'effectivement il invoque son combat historique contre le Front National, mais moi je doute que combattre le Front National, ça se fait en soutenant un candidat qui finalement incarne ce que Marine Le Pen veut, ou en tout cas qui incarne, qui est le candidat finalement dont Marine Le Pen rêve, un candidat qui veut plus de finances, un candidat qui veut moins d'impôts pour les plus riches, un candidat qui veut moins de services publics, moins de fonctionnaires, un candidat qui ne veut même pas réorienter les politiques européennes pour plus d'Europe sociale par exemple, et de justice sociale. Et ben voilà, c'est l'ennemi et l'adversaire rêvé pour Marine Le Pen. Moi je pense que le meilleur à même aujourd'hui de la battre, c'est Benoît Hamon, parce qu'il oppose un projet clair, un projet de justice sociale, de justice environnementale, un projet qui va redonner du pouvoir aux Français, qui va permettre de redéployer des services publics sur l'ensemble du territoire en matière de police, de justice, d'éducation, de santé. Et ça, c'est un projet qui permet de battre le Front National. Certainement pas un projet qui fait finalement fait l'amalgame de toutes celles et tous ceux, et surtout de tous ceux d'ailleurs, qui ont gouverné la France depuis 30 ans et qui se prétendent aujourd'hui représenter l'antisystème ou un contre-système. Ça ne trompe personne. Laura Slimani, il y a tout de même un argument qu'utilise Manuel Valls. Il explique que votre candidat se marginalise, qu'il n'a pas fait l'effort de rassembler. Vous ne l'entendez pas, cette critique ? Je pense que lui a organisé pendant des semaines la défection d'un certain nombre de personnalités qui, encore une fois, pour moi, représentent le passé. Et nous préférons nous appuyer sur les 20 000 personnes qui sont venues à Bercy voir Benoît Hamon, sur les milliers de militants sur le terrain en ce moment même qui tractent devant les écoles, aux sorties des lycées, aux arrêts de métro, aux arrêts de bus, en porte-à-porte pour convaincre sur le projet de Benoît Hamon. Il y a une dynamique de terrain et nous, on est à la rencontre des Français. Franchement, la décision de quelques caciques du Parti socialiste et de personnes qui appartiennent au passé et qui finalement ont aussi une grande responsabilité, je le dis, dans la montée du Front National dans notre pays ces 5 dernières années, leurs décisions leur appartiennent, mais nous, on ne va pas s'attarder à parler de cela alors que les Français veulent qu'on parle d'emploi, ils veulent qu'on parle de leur santé, ils veulent qu'on parle de leur accès aux services publics. Il y a une crise aujourd'hui en Guyane qui est extrêmement grave et Benoît Hamon a fait des annonces sur l'égalité des territoires. Il y a un certain nombre de sujets qui sont majeurs dans cette élection présidentielle dont on ne parle pas assez. Je pense aussi à la question de la lutte contre les discriminations, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parlons de ces sujets-là au lieu de se laisser perturber et parasiter en permanence par des personnes qui finalement ont un seul intérêt, le leur, et non pas celui des Français. J'ai encore une dernière question. Doit-il être exclu du Parti socialiste, Manuel Valls ?
Oui, je le pense. Je pense que c'est complètement logique. Ça a été dit par le premier secrétaire d'ailleurs qu'il y aurait des exclusions quand des personnalités rejoindraient Emmanuel Macron. Il faut effectivement qu'il y ait une exclusion. Il y a un candidat du Parti socialiste, c'est Benoît Hamon. Et d'ailleurs, je pense que l'attitude de Manuel Valls est particulièrement délétère vis-à-vis de celles et ceux qui l'avaient choisi lui lors des primaires, mais qui se sont eux rangés derrière Benoît Hamon, parce que c'est ça la démocratie, et que la parole donnée aujourd'hui en politique, elle doit compter. Et c'est aussi comme ça qu'on combat le Front National et l'extrême droite. Merci Laura Slimani, porte-parole de Benoît Hamon, d'avoir été en direct avec nous sur LCI. La réponse a le mérite de la clarté. Oui, Manuel Valls doit être exclu du Parti socialiste. C'est une étape qu'on peut attendre. En tout cas, c'est une information importante parce que au lendemain des prises de position assez diverses entre les leaders du Parti socialiste sur le projet européen de 2005. Laurent Fabius, pour citer le plus connu, n'avait pas été exclu du Parti socialiste, alors qu'il ne portait pas la ligne officielle. Donc le Parti socialiste commence à, comme certains mouvements très réactionnaires dans des pays où la violence règne plus que la démocratie, est en train de torpiller, d'assassiner et de tuer ses leaders politiques. C'est ce qui est en train de se passer. Ce que vient de nous dire Madame Slimani, c'est que on trucide le Premier ministre qui a piloté pendant une grande partie du quinquennat la majorité. Et donc si un parti de cette importance commence à tuer les siens, eh bien Jean-Paul Sartre avait raison. Ce grand cadavre à la renverse est en train de nous être dessiné à l'antenne. En tout cas, c'est une super info qu'elle vous a donnée là. Eric Scholl. Oui, alors sur l'importance du parti, je voudrais juste relativiser. On a quand même aujourd'hui, il faut quand même qu'on se rende compte de l'évolution. Il y a quelques années, on avait un parti socialiste, ça commence à remonter, qui était 25%. Aujourd'hui, on a le candidat qui est à 10%. Et l'inverse est vrai avec le Front National. On voit quand même ce qui s'est passé en l'espace de 15-20 ans, c'est-à-dire une inversion entre le Front National et le Parti socialiste des places. Et il n'y a pas, dans le discours qu'on vient d'entendre, la moindre critique remise en cause, même de questionnement sur qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. On est juste sur une bataille de chefs entre Manuel Valls, entre Benoît Hamon et éventuellement entre Emmanuel Macron. Et c'est absolument tout. Donc on peut comprendre que de l'autre côté, ce à quoi on assiste depuis quelques jours, ce côté un peu pathétique de règlement de compte avant même le premier tour, ça laisse totalement pantois l'opinion publique, enfin en tout cas les Français. Adrien, je peux juste rajouter un mot pour vous dire, pardon, Nicolas et moi, on a un point commun, c'est on est des spécialistes de l'économie avant de faire de la politique. Et Nicolas et moi, si on avait travaillé avec un chef d'entreprise et que ce chef d'entreprise avait mis en place une stratégie qui conduisait à ce chaos, c'est-à-dire le président Hollande qui met en place une stratégie qui conduit le Parti socialiste à ce chaos, il aurait été destitué par son conseil d'administration. Je pense que vous confirmez, Nicolas. C'est ce qui est en train de se passer. Donc demain, la question à lui poser, c'est si François Hollande continue de supporter Emmanuel Macron et d'appeler à son élection, est-ce que lui-même sera élu du Parti socialiste? Et là, on vivrait un chaos. Mais en tout cas, en économie, c'est comme ça que ça se passerait. De dire, voilà, tu as été le patron, voilà ce qui se passe avec ta stratégie, et c'est un tel bordel qu'on ne peut plus te laisser à la tête d'un parti de gauche. Élodie Mielzarek. Mais on sent bien aussi qu'il y a des règlements internes qui sont très étatiques, qui sont là depuis des années. Et la grande force d'Emmanuel Macron, c'est justement de proposer autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous encarter près d'Emmanuel Macron, il suffit de vous inscrire sur Internet. Et voilà, vous faites partie du groupe. Il n'y a pas besoin d'être dans le parti depuis 10 ans, 15 ans. Là, un fonctionnement pyramidal qui, de toute façon, ne correspond même plus au fonctionnement et ce vers quoi la société tend. Donc, il y a aussi tout ça à repenser et à refonder pour des modes de fonctionnement qui seraient différents et de voir comment est-ce qu'on rend éligibles les uns et les autres. Là, visiblement, ça ne fonctionne plus. Et ça ne va pas plus fonctionner pour la droite, d'ailleurs. Ce qui est terrible pour Manuel Valls, c'est qu'en 2014, c'est-à-dire hier, il pensait incarner le renouveau de la gauche. Il se tourne vers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui répond en gros, moi je veux des visages neufs. Et là, on vient d'entendre la porte-parole de Benoît Hamon qui nous dit, il faut des visages neufs et puis stop la vieille politique. Il est renvoyé soudainement Manuel Valls en quelques mois à sa ringardise politique, Nicolas Prisset. Ouais, il a été de facto abîmé, fragilisé, fatigué par l'exercice du pouvoir. C'était assez inéluctable. Manuel Valls, quand il devient Premier ministre, il a une cote de popularité assez bonne, à la fois à gauche et puis aussi dans une partie de l'électorat de droite, qui est d'ailleurs une constitution d'opinion qu'on retrouvera un peu plus tard chez Emmanuel Macron. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, il y a l'exercice du pouvoir, l'absence des résultats, le lien avec François Hollande qui fait que les Français se désintéressent de lui. Alors, il remonte dans les cotes d'opinion au moment des attentats, puisque là,
il a incarné notamment avec un discours qui restera un de ses meilleurs discours à l'Assemblée nationale après les premiers attentats. Donc là, il est remonté, mais bon, le bilan du quinquennat est aussi à mettre à son actif à Manuel Valls, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans une posture assez difficile au moment de la primaire. Et je voudrais aussi ajouter un point sur la question de la stratégie de Benoît Hamon, qui fait que Manuel Valls s'en est détaché, puisque c'est une de ses principales critiques, on l'a rappelé. Benoît Hamon, dans la constitution de son équipe, après la victoire à la primaire, il a surtout attiré autour de lui des anciens frondeurs, et puis très peu de Hollandais. On compte seulement 2 Hollandais dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon, et donc il s'est restreint sur un cercle, on va dire celui des frondeurs, un peu, la gauche du Parti socialiste, sans aller au-delà, et il fait sa campagne dans ce couloir de la gauche du Parti socialiste, sans chercher forcément à s'adresser à l'ensemble des Français, et c'est sans doute son erreur stratégique qui le conduit aujourd'hui à être 5e dans les sondages, parce que pour passer la barre du premier tour, quand il y a déjà Marine Le Pen préqualifiée par les sondages, eh bien, c'est difficile d'être uniquement sur le précaré de ses adhérents, de son électorat historique de base autour, on va dire, de valeurs qui sont certes celles d'un parti, mais pas forcément celles de tous les Français. Nous sommes en direct avec Francis Choix, maire d'Évry, terre d'élection de Manuel Valls. Merci d'être en direct avec nous sur LCI. Vous comprenez, j'imagine, la décision de Manuel Valls, vous la justifiez? Je la partage, je la comprends. Je crois que c'est un choix courageux qu'il a fait, parce qu'évidemment, le confort aurait été de se taire, d'attendre. Mais lorsque l'on a à choisir entre la légitimité d'un candidat issu de sa famille politique et puis la force de ses convictions, il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Emmanuel Valls a pris ses responsabilités au regard de l'analyse qu'il fait. Il est loin d'être le seul de la situation dans laquelle se trouve le pays à quelques jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, avec un danger majeur, une abstention qui menace, un éclatement de la gauche et la nécessité de tout faire. Je pense que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps d'ailleurs par les candidats qui ont été désignés ou qui se sont proclamés candidats pour empêcher que Le Pen soit au deuxième tour de la présidentielle et pour éviter un duel fratricide pour la démocratie entre celui qui porte une tâche morale maintenant sur le front, François Fillon, et puis Madame Le Pen. Donc il y a encore le temps du sursaut nécessaire, et il fallait que Manuel Valls, compte tenu du rôle qu'il joue dans le pays, s'exprime, et donc je soutiens son choix de vote, qui n'est pas un ralliement, mais qui est un choix de vote qui, j'espère, éclairera le débat d'ici le premier tour de la présidentielle. Francis Choix, je vous livre un commentaire d'un de vos camarades socialistes, Arnaud Montebourg, à l'instant, qui parle de Manuel Valls comme d'un homme sans honneur. Il est possible qu'au Parti socialiste, des militants partagent ce constat. Elle est importante aussi pour les militants d'un parti, la parole donnée. Emmanuel Valls, il avait donné sa parole. Oui, tout ça, c'est de la petite politique politicienne. Tout ça vise à nous faire revenir sur ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. Je ne sais pas où est l'honneur de ceux qui étaient prêts à voter une motion de censure contre leur propre majorité et leur propre gouvernement. On est à 1000 lieues de la situation dans laquelle se trouve le pays et surtout devant l'incertitude profonde que les Français éprouvent à 3 semaines de la présidentielle. C'est la première fois que je connais cela. Il n'y a pas un jour, pas une heure, lorsque je croise les citoyens d'Évry, qui me posent une question: que faut-il faire? Donc c'est bien que quelque chose ne va pas et ne marche pas. Tout le monde peut essayer d'échapper à ses responsabilités. C'est pas le moment de tirer des leçons. D'ailleurs, Benoît Hamon s'est mis dans une impasse stratégique et en plus dans une impasse programmatique. Il avait la possibilité d'en changer, de se mettre en situation centrale pour rassembler toute la gauche, les républicains, les progressistes, pour faire en sorte que la gauche soit à la hauteur de la situation de cette élection présidentielle. Il ne l'a pas fait. Francis Après, Choix. je comprends bien qu'on veut nous entraîner
dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Il y a effectivement, lorsque il y a un problème de loyauté qui est posé entre son choix de conviction et puis le respect de règles, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au Parti socialiste et à gauche. Je vous interromps s'il vous plaît. Laura Slimani, il y a quelques instants sur LCI, porte-parole de Benoît Hamon, estimait que Manuel Valls devait quitter le Parti socialiste. Vous êtes prêt à quitter le Parti socialiste si nécessaire? Mais il est hors de question. D'abord, c'est pas Madame Slimani qui va dicter mon choix ou celui de Manuel Valls. Elle a pratiqué l'insulte à l'égard d'Emmanuel Macron sur Twitter sans arrêter. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, je fais le choix de voter pour Emmanuel Macron en restant socialiste et réformiste. Je n'ai rien à quémander, rien à négocier avec qui que ce soit. Chacun est devant ses responsabilités. Merci beaucoup. Chacun doit les prendre. Merci beaucoup Francis Choix d'avoir réagi. On a beaucoup de mal à comprendre pourquoi d'abord Manuel Valls s'est engagé dans la primaire et surtout à la fin de la primaire lorsqu'il en est sorti, pourquoi il n'a pas à ce moment-là, dès ce moment-là, expliqué ça serait trop compliqué pour lui pour soutenir le gagnant de la primaire. Enfin, c'est quand même une forte trahison ce à quoi on assiste. Mais c'est vrai qu'il est tout seul, Manuel Valls, c'est son problème. Il est tout seul et il s'est fait un peu avoir. Et c'est lui qui effectivement, comme disait tout à fait Nicolas Prisset tout à l'heure, qui doit supporter finalement cet héritage, ce bilan du quinquennat, puisque on a un président de la République qui lui prend la tangente et ne se représente pas. On a un Benoît Hamon qui de toute façon s'est inscrit en frondeur, donc de toute façon ne soutiendra jamais le bilan qui a été du quinquennat. Et on a Emmanuel Macron qui lui est parti maintenant il y a plus d'1 an, qui est parti il y a quelques mois du gouvernement. Donc il se retrouve tout seul à devoir porter un quinquennat qui n'est pas populaire. Effectivement, il est tout seul. Élodie Mielzarek. C'est intéressant cette occurrence linguistique qui revient, prendre ses responsabilités. Alors on l'a entendu dans la bouche de Manuel Valls, là on vient de l'entendre dans la bouche de Monsieur Choix, et on voit bien que c'est l'élément de langage de la matinée, prendre ses responsabilités, mais je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Prendre ses responsabilités, c'était peut-être ne pas se présenter justement à la primaire. Là, ça aurait été vraiment prendre ses responsabilités. Il n'a pas vu qu'il allait être victime, comme on lui avait prédit, de cette fameuse malédiction des premiers ministres. Un Premier ministre qui se présente à un temps fort politique extrêmement important se plante systématiquement, ça a été confirmé. Le seul qui n'a pas été victime de ça, c'est Pompidou, parce qu'il a pu avoir ce sas de décontamination entre son poste de Premier ministre et sa présentation face à Power. Et Emmanuel Valls, on lui a dit, et là aujourd'hui, regardez ce qu'il apporte à Emmanuel Macron. Son lot de critiques, son lot de gens qui disent « Ah, surtout pas lui, il est répulsif ». Donc, il y a des soutiens qui vous lestent et qui vous entraînent. Enfin, il y a des soutiens qui vous délestent et qui vous entraînent. Et puis, il y a des soutiens qui vous lestent et qui vous emmènent au fond. Là, aujourd'hui, c'est lot de critiques. Donc, honnêtement, moi, je serais candidat à la présidentielle. Je lui dirais, surtout, garde tes opinions pour toi-même et tes amis. Et puis part un peu en vacances. Bon, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. En revanche, on va aller au QG de l'un de ces candidats. Celui qui risque d'être peut-être lesté par ce soutien, c'est Emmanuel Macron qu'on ira au QG dans quelques instants d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que c'est un peu encombrant, Nicolas Prisset, ce soutien. Oui, d'autant que voilà, l'histoire, on l'a vu, a montré que les deux hommes ne s'entendaient pas très bien, même si au départ c'est Manuel Valls qui a suggéré à François Hollande de prendre Emmanuel Macron à Bercy. Oui, dans le gouvernement, et dans un premier temps, on est en février 2014, et dans un premier temps, François Hollande répond non, je ne prends personne de la société civile, je ne veux que des politiques chevronnés dans le gouvernement, donc il n'est pas question de nommer Macron, même si je le connais très très bien, puisqu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et puis c'est dans un second temps, après le fameux départ de Montebourg et d'Hamon, la cuvée du redressement, souvenez-vous, que Hollande accepte finalement de prendre sur le conseil de Manuel Valls. Et de Montebourg. Et Emmanuel Macron, voilà, à Bercy. Après, l'histoire, on la connaît, c'est Emmanuel Macron qui prend la lumière, qui prend les habits du réformiste à l'encontre de Manuel Valls. Et puis les deux hommes en bisbille, on se souvient d'une image à l'Assemblée où Valls s'en prend à Macron en disant « mais dis ce que tu as à dire oui. ». Voilà. Donc, et là, on est dans un moment de tension qui atteint un paroxysme juste avant le départ de Macron du gouvernement, quand Valls déclare tout ça, ça commence à bien faire, il faut que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté quelques semaines plus tard. Donc on était dans une situation d'opposition, on va dire, frontale entre les deux hommes. Et aujourd'hui, il en coûte sans doute
à Manuel Valls de dire qu'il votera pour Emmanuel Macron. Il en coûte sur un plan humain, bien sûr, alors que sur un plan politique, on l'a dit, ça c'est une décision, voilà, telle qu'il a pu l'expliquer. Donc ce ralliement, enfin ce soutien en tout cas, il n'était pas du tout naturel. Et puis pour Emmanuel Macron, il y en a d'autres qu'il a bien préféré mettre en avant. On pense évidemment à celui de François Bayrou. François Bayrou qui lui a permis de prendre un certain ascendant dans les sondages. Et puis aussi le soutien de Jean-Yves Le Drian qu'il a revendiqué, avec lequel il a travaillé sur les aspects programmatiques de sa campagne en ce qui concerne évidemment la défense et l'armée. Donc là, voilà, il y a 2 poids 2 mesures pour Emmanuel Macron dans ses soutiens. Il y a ceux qu'il accepte, qu'il met en avant, et puis il y a ceux pour lesquels, comme celui de Manuel Valls, eh bien, il préférerait ne pas trop les entendre. Ben justement, allons-y. Nicolas, disons quand même que Jean-Yves Le Drian était contre le service national. L'information qui est sortie, et c'est une des mesures principales portées par Emmanuel Macron. Donc ils ont peut-être travaillé sur tout un tas de sujets ensemble, mais il semblerait que sur un point majeur en matière de défense du programme de M. Macron, celui qui pourrait être son ministre de la Défense, déjà pourrait éventuellement fronder la mise en place. Hier, il nous a expliqué qu'a priori, en tout cas, c'est ce que les médias Jean-Yves Le Drian ne serait pas au gouvernement. Oui, parce qu'on lui a posé la question, donc ça a déjà été dit, mais oui, mais on ne croit plus rien aujourd'hui. On lui a posé la question de savoir est-ce que vous pourriez travailler, puisque vous prétendez incarner une alternance, parce que c'est un mot qu'utilise Emmanuel Macron désormais, puisque vous prétendez incarner une alternance, est-ce que vous pouvez travailler avec d'anciens ministres de François Hollande comme Jean-Yves Le Drian? Et là, il a eu cette réponse en disant « Je veux des visages nouveaux » et ça s'appliquera au gouvernement. Donc aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron, il est assez radical par rapport au hollandisme, par rapport à l'histoire qui a été la sienne par le passé. Maintenant, eh bien, la question reste entière de savoir avec qui Emmanuel Macron va-t-il gouverner. Il promet des têtes nouvelles, donc il promet aussi des politiques expérimentées, mais pas de nom. Il n'y a plus de noms qui circulent. Des têtes nouvelles et qui viennent de la société civile aussi. C'est ça qui est quand même intéressant. Et mais il n'y a plus de noms qui circulent en fait. Je vous interromps un instant parce que j'aimerais qu'on aille quand même au QG justement d'Emmanuel Macron, retrouver Frédéric Delpech. Est-ce que ce soutien, Frédéric, est perçu comme un soutien embarrassant? Je parle là de la décision bien sûr de Manuel Valls de voter pour le candidat En Marche. Frédéric. Alors bien évidemment, c'est un accueil en demi-teinte ici au QG d'Emmanuel Macron. Un bénévole qui arrivait ce matin nous disait que maintenant il va falloir gérer en quelque sorte un ralliement qui certes a du poids politique, celui de Manuel Valls, un ralliement, enfin en tout cas un appel à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour, mais qu'il faut gérer aussi politiquement, à savoir, on a compris en entendant ce matin Emmanuel Macron que cet accueil était plutôt distancé, car bien évidemment ici on sait parfaitement que Manuel Valls a des intentions pour peser après pour la recomposition politique, pour en quelque sorte être peut-être à la tête d'un groupe de députés sociaux-démocrates à l'Assemblée qui pourrait servir en quelque sorte de force d'appoint à Emmanuel Macron s'il était élu président de la République, et que Manuel Valls se verrait bien incarner cette force politique au sein du Parti socialiste qui pourrait aider Emmanuel Macron. Alors vous l'avez dit, effectivement, Emmanuel Macron hier a convoqué une conférence de presse pour rappeler des règles un peu plus dures concernant les ralliements, à savoir a priori pas de double investiture. Il ne sera pas possible d'être à la fois investi par le PS et investi par En Marche. Il faudra exclusivement une investiture En Marche pour se présenter au nom d'Emmanuel Macron à l'élection législative qui va suivre la présidentielle. Et bien évidemment, il y a aussi un intérêt financier, à savoir les subventions qui sont accordées aux partis politiques après les élections législatives. Eh bien, il vaut mieux avoir une subvention sur le nom En Marche qu'une subvention partagée entre le Parti socialiste et le mouvement d'Emmanuel Macron. Merci Frédéric. Merci Frédéric Delpech en direct du QG d'Emmanuel Macron. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Voici l'un des extraits qu'on a retenu ce matin dans la médiasphère de sa conférence de presse convoquée donc plutôt en urgence hier après-midi. J'aspire à présider pour être efficace et répondre aux problèmes du pays. Et dans ce contexte-là, dans une campagne faite de beaucoup de soubresauts, il est parfois bon aussi de savoir être maître des horloges. Voilà, maître des horloges. Elle est importante, cette formule, parce qu'elle laisse entendre que c'est lui qui décide, que c'est lui le chef. Est-ce que ça joue et est-ce que ça pèse en campagne électorale, ce genre de petite phrase? Oui, sans doute, mais maintenant, Frédéric a soulevé le sujet important. C'est de dire
oui, l'argent, mais avant d'avoir l'argent, c'est la pesée. Et la pesée, ça va être le nombre de députés à l'Assemblée. Et pour l'instant, quand on regarde ce qui va motiver l'électeur au moment de faire son choix, et on sait que les sondages nous disent, les gens, ils sont peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de Normands lors de cette élection. Eh bien, pour l'instant, les gens sont très incertains. Et construire une majorité pour Emmanuel Macron, il y a encore plus d'incertitudes. Et c'est la seule question à se poser, parce que si on a un président qui commence à être en cohabitation dès le jour de l'élection de l'Assemblée nationale, alors ce sera le vrai renouveau, grand n'importe quoi. Et donc, pour le coup, là, c'est une 6e République, parce qu'on ne pourra plus organiser la 5e. Nicolas. Alors, c'est pas du tout la perspective dans laquelle il se place. Oui, parce on l'a interrogé hier là-dessus aussi, sans savoir quelle serait la majorité avec laquelle il entend gouverner. Donc, la réponse qu'il fait, c'est que il entend avoir déjà 577 candidats sous un label qu'il appelle majorité présidentielle. Ça veut dire des gens, notamment, vous l'avez dit, de la société civile, qui seraient investis par son mouvement En Marche, donc soit des personnes que les électeurs ne connaissent pas, ou bien une partie d'anciens députés, d'anciens élus qui sont peut-être déjà autour de lui, mais encore une fois, il n'y a pas eu d'investiture encore en Marche, donc on ne sait pas quels seront ces candidats. Et puis on a compris aussi qu'il y aurait une partie des investitures qui seraient faites en accord avec le MoDem, avec François Bayrou, et donc on comprend que ça a été un des éléments de négociation avec François Bayrou. Donc Macron, il fait le pari que les électeurs seront cohérents comme ils l'ont toujours été pendant la Ve République, à savoir qu'une fois qu'il y a un président de la République qui a été élu, eh bien ensuite il y a une majorité qui vient dans la dynamique présidentielle assez naturellement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce caractère naturel du vote et des dynamiques politiques sera exactement le même en 2017 avec, on le voit, cet éclatement de chacun des partis sur son précaré idéologique. Élodie Mielzarek, là, Emmanuel Macron, il tourne le dos en quelque sorte à Manuel Valls, on l'a bien compris. Et puis il répète à l'envi du renouveau, des visages neufs, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Derrière, il y a une exigence de promesses tenues, de paroles tenues. C'est difficile à un moment. Et surtout quand il va falloir composer ces candidats et cet équilibre-là. Exactement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est un très bon rhéteur. En plus, il est assez brillant, il a une culture assez importante. Donc il sait très bien manier les mots. Mais à un moment donné, il va falloir mettre en action. Donc visiblement, il propose plein de paradigmes différents pour justement proposer des actions nouvelles. C'est très clair que si jamais il passe et qu'il n'arrive pas à mettre en action, c'est Marine Le Pen dans 5 ans. Et ça, il en est tout à fait conscient. Et du coup, de fait, c'est très lourd pour lui à porter. Mais ça va être un passage obligatoire. C'est-à-dire que là, il s'est tellement engagé sur du changement que de toute façon, il ne pourra même pas rester, même au bout de son mandat, si jamais il ne va pas au bout de cette décision-là, puisqu'il va être élu, si jamais il l'est, pour cette dimension-là, et uniquement pour celle-ci. Parce qu'il propose un renouveau de la politique que les gens ne supportent plus. Enfin, il y a un intérêt très fort pour la politique, mais la politique politicienne, avec les mammouths, etc., qui sont en train de s'effondrer. On voit bien qu'à droite comme à gauche, tous les carcans, justement, sont en train de s'effriter. Lui, il propose quelque chose de neuf. Ben, s'il n'arrive pas à le mettre en place, là, c'est la grande catastrophe. Éric Scholl. Tout à l'heure, le vrai défi, ça va être effectivement d'arriver à une majorité, non seulement évidemment présidentielle, mais aussi aux législatives. Et pour ça, Nicolas tout à l'heure le rappelait, jusqu'à présent, il y a toujours eu une dynamique qui a permis à chaque président de pouvoir s'assurer derrière une majorité. On est dans un cas quand même totalement nouveau, parce qu'on a une formation qui n'existait pas, qui est toute nouvelle. Non seulement une formation nouvelle, mais qui va être faite aussi de candidats nouveaux issus de la société civile. En partie en tout cas. Alors, autant Emmanuel Macron, lui, peut représenter ce renouveau auprès des Français, il n'est pas sûr qu'ensuite les candidatures sur le terrain aient le même charisme, la même... vous savez, parfois il peut y avoir le lien qu'il peut y avoir entre le terrain et son député, les têtes... Donc ça va être très compliqué à ce moment-là pour lui d'arriver à s'assurer cette majorité. C'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, il est à la recherche de ses soutiens et de ses différents pôles. Et en ce sens-là, le soutien de Manuel Valls et de ce que ça peut représenter, il avait quand même 80 parlementaires autour de lui hier, peut-être fournir à Emmanuel Macron un soutien dans la construction de cette majorité macroniste, macronienne, on ne sait plus. Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle de Benoît Hamon. A-t-il mangé son pain noir? Finalement, pour lui, le feuilleton Valls, qui durait depuis quelques semaines, est maintenant clos. On sait ce qu'il va faire, Manuel Valls. C'était ce qui pouvait arriver de moins pire pour lui que ça se finisse maintenant et à quelques jours du premier tour. Oui, alors Benoît Hamon, il va continuer, c'est ce que dit son entourage, son équipe de campagne, il va continuer
de courir dans son couloir. Ce soir, il est avec Martine Aubry en meeting à Lille. Donc voilà, il va avoir la caution de cette grande figure du Parti socialiste, bien marquée à gauche avec son histoire personnelle, la mise en œuvre des 35 heures. Martine Aubry comme une caution supplémentaire de la gauche et du Parti socialiste en faveur de Benoît Hamon. Et vous savez, dans l'entourage du candidat socialiste, il y a une phrase qui revient souvent, c'est de dire si tous les électeurs qui sont vraiment à gauche votent pour Benoît Hamon, il sera président de la République. Donc c'est l'espoir d'aller repiquer des voix à Jean-Luc Mélenchon notamment, qui donc l'a dépassé, qui est en pleine dynamique lui pour le coup, et avec voilà une sorte de vœu pieux que effectivement les mauvais jours soient derrière lui et les meilleurs devant, et de créer la surprise. Bon. Ça reste vraiment à prouver. Je vous voyais faire non de la tête, Jacques Isabello. Très rapidement, si j'avais le plaisir de discuter avec Benoît Hamon, je lui dirais l'ensemble de la classe politique et notamment à gauche s'est fourvoyé dans la tête des Français. Monsieur Hamon, vous avez la possibilité de devenir une icône de la gauche. Et comment on fait ? Un grand leader, un grand sportif, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître sa défaite avant et qui est capable d'assumer. Benoît Hamon va voir Jean-Luc Mélenchon et lui dire après ce premier débat sur TF1, les votes vont se cristalliser, je ne te redépasserai pas. Maintenant, au nom de notre électorat, qui a été trahi par tout un tas de leaders de gauche, je mets un genou à terre et je te transmets mon épée, et c'est toi qui fais en sorte d'aller au deuxième tour. Il peut le faire. Si Benoît Hamon fait ça, Benoît Hamon, il a une carrière politique en or à partir du 7 mai.